Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec une nouvelle attaque visant des touristes étrangers en Égypte. 2 Autrichiens et un Suédois ont été blessés vendredi dans une attaque contre un hôtel dans une station balnéaire en Égypte. La police a tué un assaillant et blessé un second. L'attentat de Hurghada, station très prisée sur les bords de la mer Rouge, pourrait porter un nouveau coup dur au tourisme en Égypte, déjà frappé de plein fouet après le crash fin octobre d'un avion de touristes russes dans le Sinaï, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique qui avait fait 224 morts. Les 3 touristes blessés à Hurghada souffrent de blessures à l'arme blanche, mais leur état est stable. Vendredi soir, les assaillants, armés de couteaux, ont tenté d'entrer dans l'hôtel Bella Vista en passant par le restaurant de l'établissement. Un des 2 assaillants a été abattu par les forces de sécurité, tandis que le second a été grièvement blessé. Depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, l'Égypte est en proie à de nombreuses attaques djihadistes qui visent principalement les forces de sécurité. Les stations balnéaires de la mer Rouge avaient été relativement épargnées et Hurghada et Sharm el-Sheikh continuaient d'attirer des visiteurs venus notamment de Russie ou d'autres pays d'Europe de l'Est. Cette année, l'Éthiopie va combattre le groupe militant Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda en Somalie. Le gouvernement américain a décidé, suite à cela, de retirer ses bases de lancement de drones installées dans le sud de l'Éthiopie. Les États-Unis contrôlaient leurs drones depuis la base militaire située à Arba Minch dans le sud de l'Éthiopie. La mission aidait à combattre le groupe Al-Shabaab et d'autres groupes terroristes de la région depuis 2011. Aujourd'hui, la mission est annulée. Le gouvernement éthiopien et les experts craignent une résurgence des activités terroristes. Ils restent toutefois confiants des résultats. Il existe une entente mutuelle entre l'Éthiopie et ses partenaires dans le combat contre le terrorisme. La situation est en train de changer. Cela se reflète directement dans les décisions prises. L'armée éthiopienne, du moment, est capable de s'occuper de toutes les missions de renseignement et de contrôler la zone. La hausse des performances du gouvernement éthiopien dans le contrôle de la zone et dans la façon de gérer les situations ont changé le scénario. Les États-Unis exécutaient la mission de renseignement afin que l'Éthiopie utilise leurs drones. Aujourd'hui, selon les représentants américains, ce travail n'est plus vital, du moins dans la région de l'Afrique de l'Est. Lorsque nous voyons l'objectif des drones, il s'agit plus d'un objectif de renseignement dans le combat contre le terrorisme. La tendance que nous avons observée est qu'il existe un déclin de cette tendance. Je pense donc que l'opération ou l'objectif de l'installation des drones à Arba Minch est fini. Les autorités éthiopiennes maintiennent que le retrait des installations de drones américains ne changera en aucun cas la coopération militaire et les partenariats dans la lutte contre le terrorisme. Nous continuerons notre coopération d'une façon robuste, car nous savons que nous avons acquis une très grande expérience pour une paix durable dans la sous-région. Nous continuerons de travailler étroitement avec l'IGAG, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres partenaires. En Afrique toujours, la Chine est en train d'aider l'Ouganda à améliorer le transport maritime sur le lac Victoria. Elle construit un navire d'une valeur de 13 millions de dollars afin qu'il puisse aider les navires de marchandises entrant ou sortant des ports au Kenya et en Tanzanie à faire des manœuvres d'accostage. Le Mango Tree Group, compagnie chinoise, travaille d'arrache-pied pour apporter la touche finale à la première drague ougandaise. Le projet a pour but de faciliter le transport maritime entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ces différents pays se partagent le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Ils espèrent ainsi réduire le temps et le coût du transit. Tous les jours, des centaines de camions transportant des milliers de tonnes de marchandises traversent les frontières de l'Ouganda en provenance ou à destination des ports.
Il existe un danger potentiel sur les routes et les camions prennent jusqu'à 3 jours pour atteindre Kampala, mais en utilisant le transport maritime, le temps du voyage est réduit à 15 heures seulement. L'Ouganda utilise les routes en provenance du Kenya et de la Tanzanie pour importer une bonne partie de sa marchandise. Ainsi, la facilitation du transport maritime représente une alternative fiable pour les commerçants, alors que le bloc commercial de l'Afrique de l'Est attend depuis longtemps la construction d'une voie ferrée. La Chine planifie aussi d'utiliser des matières premières extraites du Lido. Comme nous le savons tous, c'est une drague. Et si nous draguons les pierres et le sable du lac et les transportons jusqu'au quai, nous pouvons ensuite utiliser des machines pour séparer les différents types de matériaux qui pourront être utilisés comme matériel de construction pour les ports, les voies ferrées et les aéroports. Les ports du Kenya et de la Tanzanie ont récemment exécuté sur les côtes de l'Afrique de l'Est des travaux additionnels de dragage. L'Ouganda a indiqué que dans le cadre du commerce de l'importation et de l'exportation, les efforts entrepris pour draguer ces eaux navigables vont accroître le niveau d'efficacité. International toujours, le gouvernement turc a déclaré que ces opérations contre le Parti des travailleurs du Kurdistan dureraient jusqu'à la fin du mois de janvier. L'annonce intervient suite à la requête de la Cour européenne des droits de l'homme qui a demandé à Ankara des explications quant au couvre-feu en place dans les quartiers concernés. 2 soldats turcs sont morts vendredi lors d'affrontements distincts qui ont pris place dans le sud du pays, à Sirnak et à Diyarbakir. L'armée turque a annoncé qu'elle avait tué 384 combattants du PKK depuis la mi-décembre. Depuis la ville à majorité kurde de Diyarbakir, nous revenons sur ces 3 décennies de conflit. Pendant des années, on l'a appelée la question kurde. L'appellation fait référence à l'épine dans le pied du gouvernement turc, nommément les Kurdes et ce qu'il convient d'en faire. Cela fait des années que les gouvernements nationalistes se succèdent en Turquie et interdisent tour à tour l'art, la musique et la littérature de ce peuple. Puis en 1984, un groupe de rebelles kurdes, le Parti des travailleurs du Kurdistan ou PKK, s'engage dans la lutte armée contre l'État turc afin de demander plus d'autonomie. Ils ont mené de larges campagnes d'attaques terroristes visant civils et forces de sécurité dans les villes majeures du pays. Depuis lors, Ankara et Istanbul ont été touchés. Le gouvernement a répliqué en rasant des milliers de villages dans le sud-est du pays à majorité kurde. Plus de 40 000 personnes ont perdu la vie au cours de ces 30 années de conflit. La Turquie a fini par donner plus de droits aux quelques 23 millions de Kurdes qui y habitent, mais peu d'entre eux sont satisfaits des concessions du gouvernement. Il n'y a pas de problème kurde, il y a un problème de terrorisme. Mais en Turquie, nombreux sont ceux qui sont étroits d'esprit et qui n'ont de cesse de répéter « le problème kurde, le problème kurde, le problème kurde, le problème kurde ». Certains observateurs déplorent une situation où tout ce qui peut être fait aujourd'hui resterait insuffisant et interviendrait trop tard. Mehmet Kaya a passé des années à étudier les problèmes sociaux et politiques du sud-est du pays. Au final, une personne kurde ne peut pas recevoir d'éducation dans sa langue natale. Ils ont encore des problèmes de gestion de leur territoire. Dans la Constitution, les Kurdes sont assimilés aux Turcs. La ville de Diyarbakir a longtemps été considérée comme la capitale kurde de la Turquie. Cela lui donne aussi la réputation d'être le siège du PKK. Tout au long de cette guerre civile meurtrière, la ville a été le théâtre de nombreux affrontements et manifestations. C'est pourquoi ses relations avec Ankara sont encore aujourd'hui très compliquées. Le sud-est est la région la plus pauvre de Turquie. Beaucoup accusent le manque de soutien et de subventions du gouvernement. Au cours des 4 dernières semaines, 400 personnes y sont mortes lors de combats. Les traumatismes subis ont donné naissance à une jeune génération avec qui toute possibilité de dialogue est rompue. Ce désengagement du gouvernement a créé une jeunesse kurde qui refuse de vivre avec les Turcs. Tant que la question kurde n'est pas résolue, la violence continuera. Lors d'élections parlementaires historiques qui se sont tenues l'année dernière, le Parti démocratique du peuple est devenu le premier parti pro-kurde à entrer au gouvernement. En décembre, ils ont de nouveau appelé à plus d'autonomie pour les Kurdes. Par ailleurs, le succès d'autres groupes kurdes en Irak ou en Syrie pourrait mettre à mal l'intention du gouvernement de mettre fin au combat d'ici la fin du mois.
En Europe, le Danemark prévoit de saisir les biens des migrants les plus aisés dans l'objectif de financer les prestations sociales qu'ils perçoivent. Il ne s'agit d'ailleurs que d'une des mesures qui devrait être inscrite dans la loi par le nouveau gouvernement de centre-droit. C'est ici que toute personne demandant l'asile au Danemark doit se rendre. Pour assurer la sécurité du centre d'enregistrement de Sandholm, des contrôles de police ont été instaurés. De plus, et pour des raisons budgétaires, les autorités danoises pourraient également saisir les biens des réfugiés dont la valeur dépasse 440 $. Le but annoncé de cette mesure est officiellement de financer leur accueil. Nous avons eu un exemple, je pense que c'était en Suède, où des gens arrivés en jet privé ont demandé l'asile. Et c'est en raison de telles histoires que nous disons, si vous atterrissez en jet privé au Danemark, vous pouvez probablement prendre soin de vous plutôt que de nous le demander. Cette année, pas moins de 25 000 migrants et réfugiés sont attendus au Danemark. De part et d'autre, on souhaite réduire ce chiffre. En juin dernier, les Danois ont élu un gouvernement de centre-droit qui avait promis de renforcer les règles régissant l'asile. Demander aux migrants les plus riches de payer leur séjour n'est qu'une des mesures aujourd'hui controversées. Celle-ci devrait être adoptée par le Parlement dès février, avec pour ambition de faire du pays aujourd'hui terre d'accueil de réfugiés, une destination beaucoup moins prisée. Pour les plus critiques, il est pourtant évident que les réfugiés traversant la frontière transportent rarement des biens de valeur. La Croix-Rouge danoise, quant à elle, se montre plus inquiète face à d'autres propositions. Pour nous, il est bien plus inquiétant de voir le gouvernement et la majorité du Parlement tenter de limiter le regroupement familial à 3 ans. Cela nous alerte car cette mesure aura des conséquences sur le bien-être social des individus, mais aussi sur les familles laissées pour compte. Les réfugiés qui sont eux déjà dans le système expriment un sentiment partagé. Si je vais en Iran, ils pourraient me tuer ou m'emprisonner. Ici, c'est donc un meilleur choix pour moi. Mais pour celui qui n'a pas de problème, l'Iran pourrait être mieux. Ici, le parti au pouvoir tente continuellement de rendre compliquée la vie des civils à la recherche d'un endroit sûr. C'est inacceptable. Le fait de saisir des biens consiste surtout à envoyer un message disant que les réfugiés sont certes bienvenus, mais sans plus. Nous poursuivons cette édition avec notre rubrique Aujourd'hui la Chine et nous commençons avec un sujet économique. Les indices des prix à la consommation et des prix à la production chinois ont tous les deux baissé au mois de décembre. Les prix des secteurs de la consommation ont quant à eux gagné du terrain, mais les prix des secteurs de la production restent négatifs. L'inflation de la consommation a légèrement remonté en décembre avec une hausse de l'IPC de 1,6% sur l'année. Sur une base mensuelle, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 2,7% par rapport au même mois l'an dernier, qui avait joué un rôle primordial dans la hausse de l'IPP de ce mois. Les prix des produits non alimentaires ont quant à eux augmenté de 1,1%. Le PPI de décembre a baissé de 5,9%. Il s'agit du 46e mois consécutif de baisse. Sur une base annuelle, l'IPP a grimpé de 1,4% par rapport à 2014 et le PPI a chuté de 5,2% en 2015. Le chef de la Banque de développement asiatique a déclaré que la croissance économique chinoise était encore très élevée comparée aux autres économies. Takehiko Nakao s'exprimait à l'occasion d'un forum aux Philippines. L'économie chinoise ralentit, mais s'il est peut-être de 6,7% cette année ou comme l'an dernier de 6,9%, c'est quand même très élevé comparé aux pays en développement et bien sûr aux pays développés. À ce stade, je ne pense pas qu'il y aura un ajustement sérieux de l'économie. Économie toujours, la chute continue du rapport yuan-dollar est un test pour savoir si le marché peut accepter une plus grande volatilité. Écoutons tout de suite les acteurs du marché. Depuis que les échanges ont débuté en 2016, les taux de change onshore et offshore du renminbi ont tous deux fluctué avec de larges marges. Les analystes déclarent qu'il reste de l'espace pour que le yuan se déprécie à l'avenir. Le renminbi a commencé à être apprécié à la fin de l'année 2010. Le taux de change du dollar américain face au renminbi a rebondi ces dernières années et la hausse s'est accélérée depuis août dernier. Et il y a toujours de l'espace pour une croissance du taux de change, le taux pouvant atteindre presque 6,8, mais il lui sera très difficile de dépasser 7.
Bien que la différence entre les taux de change des devises en renminbi onshore et offshore s'est élargie au cours des 3 derniers jours de change, les analystes déclarent que le yuan est en effet basé sur le marché. Je perçois en effet d'importants signaux plutôt évidents selon lesquels les autorités veulent faire évoluer la devise vers une valeur plus juste. La Banque centrale a réduit l'intervention sur le taux de change du renminbi. L'inclusion dans le panier des droits de tirage spéciaux va permettre de commercialiser le renminbi à l'avenir. Je pense que la différence entre le taux de devises étrangères du renminbi onshore et offshore montre que la Banque centrale promeut la commercialisation du yuan. Et avec une internationalisation accélérée du yuan, les analystes déclarent que le taux de change en devises étrangères connaîtra davantage de fluctuations. Les investisseurs devraient accorder une plus grande attention au taux de change et organiser leurs actifs de façon appropriée. La Chine constitue désormais le plus grand marché du jeu vidéo dans le monde, avec la plus grande population de joueurs et les plus forts profits. Mais l'industrie chinoise souffre encore pour sa majorité. Il y a 18 ans, Zhang Lei était juste un adolescent fou de jeux vidéo. Maintenant, c'est un développeur. Sa carrière ressemble à une chronique du jeu en Chine qui est passé des jeux sur console ou PC à des applications sur portable. Entre 2010 et 2013, les entreprises de jeux chinoises ont commencé à prendre leur élan. C'était l'âge d'or. Après avoir fini son dernier projet, Zhang a pris une pause pour réfléchir à la suite. Lancer sa propre entreprise était une option parmi d'autres. L'industrie chinoise du jeu a battu celle des États-Unis et du Japon en 2015 avec 22 milliards de dollars. La raison de ce succès est simple. La plupart des jeux sont désormais en ligne et la Chine a la plus grande population d'internautes. L'ancien collègue de Zhang Lei, Sun Jianfeng, a commencé sa propre entreprise en 2014. Il dit que le marché devient de plus en plus rentable, mais qu'il est moins approprié aux PME. En 2014, presque tous les investisseurs refusaient d'investir dans des programmes liés au jeu. Nous ne pouvions pas lever de fonds. En 2015, ce canal a été bloqué. Les revenus ont été partagés entre géants. Les géants dont M. Sun parle sont Tencent et NetEase qui détiennent beaucoup d'argent et une large base d'utilisateurs. Tencent, par exemple, peut lancer un jeu par son service de messagerie comme QQ ou WeChat et instantanément avoir plus de 600 millions d'utilisateurs. La seule façon de survivre est d'explorer le marché de niche qui n'a pas encore été investi par les géants. Par exemple, nous développons des jeux de stratégie qui se focalisent sur le roleplay. Zhang Lei a finalement décidé de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Il dit que la fenêtre s'est refermée. Pour lui, rejoindre une grande entreprise pourrait constituer une meilleure solution. Cinéma à présent, le monde entier s'est précipité pour voir le dernier volet de la saga Star Wars lors de sa sortie il y a maintenant 2 semaines. Néanmoins, le public chinois a dû se montrer plus patient. La première de l'épisode Le Réveil de la Force a eu lieu à Shanghai dimanche soir. L'équipe du film et les acteurs étaient présents. Jeffrey Jacob Abrams est le réalisateur du dernier épisode de la saga Star Wars, à savoir Le Réveil de la Force. Il a foulé le tapis rouge aux côtés de la productrice Kathleen Kennedy et des stars du film John Boyega et Daisy Ridley. Ils nous ont livré leur enthousiasme quant à la sortie du film en Chine. As a kid, I was always a fan of Star Wars, and so that was always closer to my heart. Yuan Li, Jia Xin. Yeah? Yeah? Les fans se sont réunis devant le Grand Théâtre de Shanghai afin d'apercevoir les stars. Beaucoup ont revêtu les costumes de leurs personnages préférés pour l'occasion. Près de 4 décennies après le premier film de la saga Star Wars, Le Réveil de la Force a battu des records d'audience dans le monde entier suite à sa sortie le 18 décembre. Le film a généré $1 milliard de recettes en 12 jours seulement, ce qui constitue un nouveau record de l'histoire du cinéma. Il a réalisé le plus gros week-end de sortie en Amérique du Nord et a vendu le plus de tickets le jour de Noël. Il a également battu tous les records en termes de deuxième meilleur week-end.
Au-delà du continent nord-américain, les ventes mondiales ont atteint les 529 millions de dollars à l'ouverture. Les ventes de tickets pour les séances IMAX ont atteint les 100 millions de dollars en 10 jours. Il s'agit d'un nouveau record mondial et tous ces records ont été battus sans la Chine, qui est aujourd'hui le second plus grand marché pour les films. Les fans chinois n'auront plus à patienter très longtemps avant de pouvoir voir le dernier épisode. En attendant, une exposition de figurines en édition limitée attire de nombreux curieux dans les centres commerciaux de la ville. Star Wars, le réveil de la Force sortira en Chine le 9 janvier. De nouveaux records sont alors attendus. À ce jour, le film venu d'Hollywood le plus profitable en Chine demeure Fast and Furious 7, qui a généré près de 390 millions de dollars. Le film ayant généré le plus de recettes au monde demeure Avatar avec 2,8 milliards de dollars. High-tech pour finir, le plus grand salon de l'électronique pour les consommateurs de toute la planète se poursuit à Las Vegas. L'événement s'est fait un nom en présentant les plus récentes avancées technologiques disponibles à travers tout le monde. Cette année, ce sont les véhicules qui attirent le plus l'attention des visiteurs. Des voitures sport en passant par les familiales aux technologies, l'automobile passe résolument au vert au salon de l'électronique de Las Vegas. Les véhicules comme le X-Scooter deviennent de plus en plus populaires. Celui-ci s'ouvre comme ceci, on ajuste le siège, on monte dessus et nous voilà partis. Le X-Scooter n'est pas plus difficile à contrôler qu'un vélo ordinaire, mais peut atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h. Il possède une autonomie de 24 km et a besoin de 4 heures pour charger sa batterie. D'autres véhicules utilisent la verticalité. Flea couvre son hélice pour des raisons de sécurité et devient une sorte de robot volant personnalisé. Mais même avec la présence de dizaines de drones au salon, l'entreprise chinoise Ehang se démarque du lot. Le Ehang 184 est le premier véhicule aérien autonome sur le marché. Il peut transporter une personne de 100 kg. Et le véhicule, qui fonctionne entièrement à l'électricité, est conçu pour transporter une personne à 3500 mètres d'altitude pendant 23 minutes. Après la sélection d'un plan de vol, le passager doit simplement cliquer sur les contrôles 2 fois, une fois au décollage et une fois pour atterrir. Il est complètement sécuritaire parce que même un rotor, 2 ou 3 propulseurs ne fonctionnent pas. Ce véhicule aérien plane toujours, vole toujours, pourra toujours voler vers le point d'atterrissage le plus proche, s'assurant de la sécurité du passager. Pendant le salon, pratiquement chaque visiteur a pu expérimenter la réalité virtuelle, seul ou en groupe. Grâce au casque de réalité virtuelle HTC Vive, l'animateur Matthew Taylor crée ses peintures de l'intérieur. Je pourrais passer toute la journée ici à créer mon propre monde. C'est vrai, je ne voulais plus sortir, je voulais rester ici. Je peux faire tellement de choses. Cela aussi fait évoluer mon style dans la mesure où je peux intégrer davantage l'animation par rapport à lorsque je dessine sur une surface plane. Je pense davantage aux formes géométriques, donc je fais les choses différemment. Ici à Las Vegas, la technologie permet de changer la société de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ainsi que s'achève notre journal que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programmes sur notre chaîne.